Bonjour. Bienvenue. Ah ben voilà. Merci. On va remercier Sandra Legrand qui fait la claque. Voilà, bonjour. Merci, venez vous installer ici. Je dois excuser David Belaïch qui n'est pas avec nous. On est un peu fautif sur le petit retard que l'on a pris, mais qui aurait bien aimé être avec nous. Si jamais il arrive, on me fait signe. Mais voilà, on va échanger. Installez-vous si vous voulez bien. Ou pas d'ailleurs, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Tout va bien ? Très bien, merci, bon. Merci pour votre accueil. Mais très bien, et vous allez souffrir à partir de maintenant, parce que comme journaliste, je pose plein de questions de journalistes en fait qu'on n'aime pas forcément, mais j'ai plein de trucs à vous demander. Avec plaisir. Mais je veux d'abord vous demander qui vous êtes. Alors, moi je vous connais, mais je voudrais que vous expliquiez. Fanny, vous avez monté un truc qui est génial, que j'ai connu grâce à ma copine Sandra Lao, The School of Life. Racontez-moi, Fanny Auger, ce que c'est The School of Life exactement. The School of Life part d'un constat, c'est qu'on est tous allés à l'école pendant plus ou moins longtemps. On y apprend des choses très utiles, les mathématiques, la géo, etc. Mais on n'apprend pas ce qui est vraiment important dans la vie, comme la confiance en soi, comme la créativité, justement, on parlait de créativité il y a un instant. Trouver un job qu'on aime, avoir de bonnes conversations, ou même trouver l'amour, être un meilleur ami, etc. Je vais vite venir chez vous. C'est des cours du soir pour adultes, pour apprendre, des cours de rattrapage sur la vie, avec une approche non pas coaching, mais plus culture générale. On parle de Woody Allen et d'Aristote dans nos cours. On parle d'artistes contemporains et de philosophes de l'Antiquité, et voilà. Très bien. Et finalement, vous êtes allé dans une niche à laquelle on n'avait pas pensé. Ce sont des trucs qu'on ne trouve ni à l'université, ni à l'école, ni dans des MOOC, etc. Vous avez pris cette niche-là. Combien de thématiques à peu près à l'année ? On en a une vingtaine pour le grand public et une vingtaine pour les entreprises. D'accord, très bien. On rappelle juste un truc, c'est que je peux venir à The School of Life. C'est pas cher. C'est tous les jours. En plus, c'est adapté en tout cas aussi à mes horaires. Et on s'inscrit sur le site internet, theschooloflife.com. Très bien, génial. Bertrand, Welcome to the Jungle. C'est ça. C'est quoi exactement ? Racontez-nous. C'est un titre de Guns N' Roses déjà. Oui, bah oui. Et on a créé le site Welcome to the Jungle en janvier 2015. Comme Fanny, nous aussi, on est parti d'un constat assez simple, que je pense qu'on a tous à peu près vécu, c'est que lorsqu'on cherche un job, un emploi, c'est très compliqué parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques années que c'est peut-être le secteur le plus opaque qui existe et les entreprises ne se montrent pas forcément comme elles sont et comment elles vivent. Et nous, on s'est dit aujourd'hui, si on a envie de trouver l'entreprise qui nous correspond vraiment, alors nous on a une sémantique un peu bizarre, on dit la tribu, si on cherche une tribu qui nous correspond, peut-être qu'on a besoin d'avoir des infos clés, telles que la parité homme-femme, l'âge moyen des collaborateurs, etc. Et puis surtout en fait de voir peut-être des photos, des interviews des gens avec lesquels on serait peut-être amené à travailler et se dire est-ce que c'est le projet, est-ce que l'environnement de travail, est-ce que la culture qui me présente me parle, est-ce que les valeurs me parlent ? Les codes. Exactement, et c'est pour ça qu'on on parlait des codes. Est-ce que tout ça finalement fait que j'ai envie d'y aller ou pas ? Et c'est justement, ça peut être aussi un filtre, ça peut être aussi dans les deux sens. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire depuis 2-3 ans. Alors parce que ce sujet-là est passionnant et c'est celui qu'on va se poser dans cette rencontre maintenant et qui va peut-être susciter des questions de la salle tout à l'heure. C'est que finalement, on a connu, alors on va dire nous les gens de plus de 35 ans, on a connu le monde de l'entreprise et au début, moi quand j'arrivais petit con, je suis un peu resté, mais quand j'arrivais petit con, je venais avec mes grandes idées, mes utopies incroyables et dans l'entreprise on me dit attends, t'es gentil avec tes idées, tu vas rentrer dans les nôtres, hein, déjà voilà. Et aujourd'hui on a l'inverse avec l'arrivée de la Gen Y et les aides aussi qui arrivent, on est en train de dire à l'entreprise, écoutez, vos codes ça marche plus, il va peut-être falloir s'adapter aux codes des nouveaux entrants, etc. Est-ce que déjà là-dessus, vous sentez vraiment les choses changer dans les deux mondes, l'ancien et le nouveau ? Oui, ça change énormément. Je vais donner 2 exemples pour avoir une typologie assez claire, qui peuvent être les startups et puis les grands groupes. Aujourd'hui, on voit les grands groupes présentent un peu souvent disent on est des nouvelles startups ou bien on a des startups dans le grand groupe. Moi, pour rien vous cacher, quand j'ai commencé Welcome to the Jungle, j'avais un peu mon bâton de pèlerin, j'avais mon appareil photo, je faisais les films dans les grands groupes et j'y allais un peu avec des pieds de plomb. C'est vrai parce que parfois je me disais c'est toujours la même chose. Et en fait non, ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui les équipes changent, elles se digitalisent, elles sont plus jeunes, elles viennent parfois, alors c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais elles peuvent venir en jean basket. Il y a des labs qui se créent, il y a des pôles innovation qui se créent. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, les grands groupes, il faut arrêter de se dire je vais chez un Orange, je vais chez un BNP. En fait, le sujet, c'est qu'on va dans une équipe d'abord. Et puis on va aussi dans un pôle, qui peut être aujourd'hui inno, qui peut être aujourd'hui financier, etc. Et donc, je pense qu'il faut quand même dissocier en fait par un grand groupe et se dire il n'y a pas une catégorie, une typologie aujourd'hui de personnes et que ça ne se résume pas simplement au pôle de la défense, quoi. La réponse que vous avez peut-être, Fanny, là-dessus, justement, sur ces interrogations.
Je suis d'accord avec Bertrand. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a un peu plus longtemps parce que je viens d'avoir 40 ans. Donc, du coup, je suis entrée sur le marché du travail il y a 16-17 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus strict, je pense, qu'aujourd'hui. Je pense que les choses ont beaucoup évolué. J'ai une expérience internationale parce que j'ai vécu longtemps au Moyen-Orient, où là, les codes sont différents. Et par exemple, pour parler des codes vestimentaires, en l'occurrence, c'est écrit sur le contrat de travail. On n'a pas le droit de venir en jean, on n'a pas le droit de venir en choses décolletées, etc., pour des raisons religieuses ou autres. C'est vraiment écrit. Je pense qu'en France, il y aurait une grève nationale où il y aurait, je ne sais pas, des violences dans la rue, si on mettait ça dans le contrat de travail, en fait. Et c'est vrai qu'en France, quand je suis revenue quelques années plus tard, après être passée aussi par l'Italie, où c'est encore différent, je me suis rendu compte que le code s'était assez assoupli pour travailler beaucoup avec les startups. On juge beaucoup moins. Vous savez, quand vos parents vous disaient fais attention, l'habit ne fait pas le moine, à l'époque, oui, en fait, ils faisaient le moine. Je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé, heureusement. Tout à fait. Ouais. Ça a changé, l'habit ne fait plus le moine aujourd'hui? Non, l'habit ne fait plus le moine. Enfin, après, moi, peut-être que je parle avec mon prisme à moi. D'accord. Si je prends juste le cas de mon entreprise, aujourd'hui, heureusement qu'on ne regarde pas l'expertise et les compétences de quelqu'un parce qu'il a un t-shirt qu'on trouve bien ou ringard. Je vais prendre aussi encore un exemple assez caricatural, qui sont souvent les devs, qui ont une manière de penser, de faire, d'être, qui ont absolument le dress code, c'est vraiment la dernière de leurs préoccupations en général. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est caricatural. Et en fin de compte, c'est souvent des mecs ou des nanas, mais je parle des mecs parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très bons. Et donc, fait, je pense qu'il y a tous ces nouveaux métiers, et je parle notamment du digital, qu'on montrait vraiment qu'on pouvait être très expert et très très bon dans son métier, en arrivant évidemment avec des baskets, un jean et un t-shirt parfois un peu troué. Ouais. Qu'est-ce que je me suis emmerdé à me déguiser en Michel Drucker aujourd'hui. Comment est-ce qu'on appréhende ces codes-là? Parce que finalement, la question qui est légitime et que l'on peut se poser, c'est de se dire, je vais rentrer dans une entreprise. Alors, vous, on comprend bien, en vous voyant dès le premier jour, on a dû s'habiller en vendeur de chez Darty. Et puis en fait, quand on vous voit, on comprend vite que finalement, on va se détendre, on va enlever la cravate moche, etc. Mais quand j'arrive dans un grand groupe, dans une grande boîte, finalement, les codes, ils me sont imposés, peut-être sur les photos qu'il y a sur le site, elles me sont imposées aussi par le premier entretien que je peux avoir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit vraiment de sortir du cadre et de casser un peu les codes? Ou finalement, non, écoute Coco, tu es obligé de rentrer dedans parce qu'en face de toi, tu as peut-être un ringard qui ne va pas supporter que tu sois plus jeune, plus dynamique et un peu mieux dans tes pompes. En fait, c'est toute l'idée de Welcome to the Jungle. Si c'est de montrer en amont aux candidats et aux jeunes qui veulent postuler dans une entreprise, est-ce que de ce que vous voyez, vous avez l'impression que les codes vestimentaires, l'environnement de travail vous correspond? Et c'est non. Et pour répondre à votre question, concrètement, non, on ne peut pas arriver comme on a envie. Et heureusement, parce que voilà, on doit respecter l'ADN et les codes d'une entreprise. C'est comme quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous n'arrivez pas forcément en maillot de bain et en savate. Voilà, c'est comme ça. Il y a juste une espèce il y a des codes de respect quand même pour avoir. Et en effet, si vous allez demain dans un grand groupe où vous voyez sur les photos de Welcome to the Jungle que tout le monde est en costume, évidemment, vous n'allez pas venir comme moi. C'est pour ça que je pense que j'ai jamais postulé dans un cabinet d'audit. Mais en revanche, si vous venez chez Welcome, inversement, si vous venez en costume, on va tous vous regarder, on dit c'est un peu bizarre quand même. Est-ce qu'il y a une question d'autocensure, Fanny, là-dedans finalement? En fait, moi j'allais dire, j'ai un petit conseil à donner pour les gens qui passent un entretien et qui ne savent pas justement qui ne savent pas naturellement, on est jeune, c'est le début. Si on va passer un entretien chez Welcome to the Jungle ou My Little Paris, pour lesquels j'ai beaucoup recruté aussi, forcément on n'est pas habillé comme si on allait à la BNP Paribas, à la Défense ou dans un cabinet d'avocats. On salue les partenaires de BNP qui sont dans la salle. Mais ce qui n'est pas du tout péjoratif d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est différent. Et pourquoi pas, si l'entretien il est important pour vous, pourquoi pas prendre un peu le temps pour la veille ou quelques jours avant, aller se poster à une heure, je sais pas, ça peut être le matin ou à midi, devant le bureau et voir comment les gens sont habillés en fait, si vous avez peur de dénoter un petit peu. Même si après, lors d'un entretien, il faut être un petit peu plus habillé, peut-être une veste ou quoi, pour jouer les jeux. Mais je pense qu'au final, c'est vos compétences qui feront la différence. Et on sait que ça s'apprend finalement, ces choses-là. On vit avec nos idées, mais on rentre, voilà. NQT utilise des coachs pour cela, des parrains, des marraines aussi, qui vont vous apprendre ça. Mais en dehors d'NQT, Yappuka est une solution intéressante aussi pour se faire coacher et pour se faire accompagner, et notamment avoir ses conseils. Finalement, est-ce que derrière l'autocensure, plutôt qu'autocensure, on mettrait plutôt la raison? Est-ce que devenir raisonnable est quelque chose qui peut tuer votre créativité ou votre personnalité, ou ça peut bien s'allier, se mixer? Moi, je trouve qu'en fait, les gens qui en général qui doivent postuler dans les boîtes doivent avoir confiance en eux. Oui. Je pense que c'est la première des exigences qu'on doit avoir avec ça-même, c'est qu'il faut être à peu près sûr de ce qu'on veut faire et d'avoir confiance quand on voilà. Et je pense qu'en effet, le coaching et l'accompagnement, parfois, c'est pas inné.
Je peux complètement le comprendre, que parfois on peut être dérouté par les modèles différents. Vous le disiez tout à l'heure, l'habit fait pas le moine. Oui, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça dépend d'où on vient, le conditionnement, l'éducation qu'on a pu avoir, qu'on a pu recevoir. Et c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, quand on a 18-20 ans, là on parle parce qu'on a le recul suffisant, peut-être parce qu'on a l'expérience des boîtes, mais pas forcément pour les plus jeunes. Et donc non, je pense que c'est... Franchement, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui d'accompagnement en amont et de le plus vite possible. Qu'on soit très clair, Fanny, derrière le mot code, on ne parle pas du vestimentaire uniquement, on va parler du savoir-être, du savoir-faire aussi, du savoir-vivre en société, du langage également, du savoir manager, du savoir diriger, c'est important. Je pense que le savoir-être, ça résume bien, justement. Oui, il y a les codes, les codes vestimentaires, mais c'est vraiment pas là le sujet. Je pense que c'est vraiment le savoir-être. Les sociétés sont toutes différentes, elles ont leurs identités, leurs valeurs, ce qu'elles partagent, leur mission souvent, et c'est plutôt choisir bien la société vers laquelle on va et s'inscrire pleinement dans le projet de l'entreprise. Et puis après, si on a peu de mal, si on est en décalage par rapport au code, se dire bon, je suis peut-être pas à ma place. Mais je voudrais juste te dire un truc sur les codes, parce que je pense que c'est important de le redire, c'est que les codes, ils sont écrits nulle part en général. Bien sûr. Et c'est ça qui fait la difficulté, justement. Oui, c'est vrai. Et l'intérêt de notre débat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un manuel qu'on vous donne avec le pack du premier jour, en vous disant voilà les codes, voilà comment tu peux t'habiller, comment tu peux te conduire. Est-ce que chez nous, on parle fort? Moi, mes premiers meetings à Dubaï, tout le monde se hurlait dessus en arabe. Je me disais, oh, mais comment je vais faire? Je suis restée 5 ans et demi au final. Mais voilà, chaque entreprise a son identité et c'est des codes de savoir-être pour pouvoir s'adapter, évoluer. Bertrand? Oui, moi je pense qu'il faut aussi vraiment, alors je sais que le mot culture d'entreprise, et parfois, je le sais, on peut en discuter avec pas mal de jeunes, quelque chose auquel ils parfois ne croient pas ou bien ils trouvent ça un peu galvaudé. Pourquoi? Parce que souvent on tamponne sur les murs des valeurs. En fait, ce qui est difficile pour aujourd'hui pour les jeunes, c'est de se dire que les valeurs, déjà, je trouve qu'il y a une définition pour chacun d'une valeur. Il y en a qui disent la bienveillance, pour moi c'est telle définition, et puis pour un autre ou une autre, ça sera telle définition. Je pense que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est pour un jeune, c'est de comprendre la culture en fait, de l'entreprise. En fait, on peut très bien aussi s'adapter. Je pense que l'entreprise peut s'adapter si finalement c'est pas tant le dress code qui fait forcément une barrière entre le candidat et le recruteur. Je pense que le vrai sujet, c'est la culture d'entreprise. Ce qu'on est en train de se dire là, on parle notamment des candidats. Je voudrais que l'on parle aussi aux recruteurs, finalement, ou aux gens qui sont déjà en place dans l'entreprise. Il y a ici des partenaires, il y a des gens qui sont déjà bien implantés dans l'entreprise. Quelle est leur responsabilité, justement? Peut-être donner les codes, si jamais il y en a, mais en tout cas faire preuve de pédagogie dès le début. C'est quoi la responsabilité de chacun d'entre nous? Et je pense que c'est aussi faire passer les bons messages. Parce que parfois, il y a une véritable dichotomie entre le message qui est donné sur le profil de candidat recherché, etc., et la réalité de l'entreprise. Moi, j'en ai payé les frais lors de mon premier job, par exemple. Et là, c'est terrible. Donc, je pense, on parle toujours de l'exigence de l'employeur envers le candidat, mais je crois que le monde a changé aujourd'hui et le candidat doit vraiment avoir une exigence envers l'entreprise vers laquelle il va, faire preuve de curiosité et vraiment s'interroger sur, OK, les valeurs qu'ils proclament et qu'ils accrochent partout, c'est ça, mais en réalité, est-ce que je connais quelqu'un qui bosse dans cette boîte? Est-ce qu'il peut m'en parler de l'intérieur? C'est faire une petite enquête, en fait, avant de candidater. Et oser poser les questions, par exemple. Surtout oser poser des questions. Dès lors que, en fait, la démarche, c'est un peu ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que dès lors qu'on rééquilibre l'expérience candidat-recruteur, c'est-à-dire que le fait de donner du contenu, et c'est ça en fait, le conseil pour les recruteurs que nous on essaie de donner, ça s'appelle la marque employeur, c'est montrer qui vous êtes et pas forcément, nous on nous dit souvent essayer de nous rendre sexy, mais non, c'est pas sexy, c'est pas le mot, c'est montrer, on va montrer surtout qui vous êtes pour reprendre un slogan qui existe déjà, mais comme ça les gens viendront pas chez vous par hasard. C'est que l'idée c'est quand même que les gens ne soient pas déceptifs comme expérience. Il faut s'adapter à la personnalité qu'on a en face, finalement, et donc être adaptable, être polyvalent. Si j'ai un manager un peu coinsos, chiant, un peu ringard, peut-être est-ce que je suis obligé quand même de rester moi-même, ou finalement je me dis je suis obligé quand même un peu de failloter parce que j'ai envie de passer du CDD au CDI. Est-ce que je vais jusque-là ou pas? C'est terrible ce que je suis en train de vous dire, mais confronté à la réalité quotidienne, comment réagir? C'est est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on a envie, nous aussi, de travailler et d'évoluer avec cette personne-là sur le long terme? Est-ce qu'on a envie de signer un CDI avec ce manager-là? Évidemment. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Fanny. Et puis aussi, je pense qu'il faut penser un peu à moyen terme. En fait, on a toujours tendance à se projeter en fait job, onboarding, job, et puis période d'essai, et puis CDI ou pas. Je pense qu'en fait, il faut se projeter beaucoup plus loin que ça. Je pense que nous, on le voit même dans les grandes ou les petites moyennes entreprises. En fait, on n'a pas forcément le même métier
en 1 ou 2 ou 3 ans. Nous, chez nous, alors c'est une petite boîte, on est 80, mais il y a des gens déjà en 2 ans. Petite boîte, monsieur Modeste. En 2 ans, il y a déjà des gens qui ont fait 3-4 métiers différents. Ouais. Vraiment, c'est sur leur mail, ils ont changé leur signature. Et ils ont... Donc je pense qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin et se projeter. Alors, je ne sais pas si l'exemple est le bon, mais si le manager, on le trouve un peu coin-sauce, s'il est très bon, c'est pas un sujet. Et c'est surtout se dire, est-ce que cette boîte va pouvoir me permettre d'évoluer? Il y a une exigence autour de moi on va porter, je vais grandir dans cette entreprise et peut-être que je serai amené à grandir avec cette entreprise, à avoir des jobs différents qui pourront de plus en plus intéressants et me faire grandir. Et réaliser son potentiel. Réaliser son potentiel, en fait. Vraiment s'épanouir, monter en compétences et le trouver au fur et à mesure de l'eau, le job de ses rêves.